Les Parisiens vont donc enclencher une révolte qu'on va appeler la Fronde. Alors, pourquoi la Fronde? Parce que la Fronde, en fait, c'est un jeu d'enfants. Et au départ, on pensait que c'était juste une petite révolte de rien du tout, considérée comme un jeu d'enfants. Ça a commencé par des chansons qu'on appelait des mazarinades, des chansons qui se moquaient du cardinal de Mazarin, et également des caricatures contre Mazarin et aussi contre Anne d'Autriche. Évidemment, on épargnait le jeune roi Louis XIV, qui n'avait que 10 ans, et qu'on considérait comme innocent de la politique menée par Mazarin et Anne d'Autriche. Alors, à cette époque, il y avait une institution très importante en France qui s'appelait le Parlement. Le Parlement, c'était ce qui permettait d'enregistrer les lois rédigées par le roi et son conseil. Donc le roi écrivait, rédigeait une loi, et après la présentait au Parlement. Alors aujourd'hui, il y a encore des parlements, mais les parlements aujourd'hui, ce sont eux qui créent les lois, et les parlementaires, ce sont des députés élus démocratiquement par les Français. À cette époque, ce n'était pas du tout des gens élus par les Français. C'était des officiers de la couronne, c'est-à-dire qu'ils achetaient une charge de juge, de magistrat, et ils étaient réunis au palais de l'île de la Cité, parce que, vous vous rappelez, les derniers Valois avaient quitté leur palais, le palais des Capétiens qu'on a visité dans l'année. Ils avaient quitté ce palais et ils l'avaient laissé au Parlement de Paris. Et donc les magistrats se réunissaient et enregistraient les lois. Et il y avait le Parlement de Paris qui, une fois la loi enregistrée, pouvait l'imposer sur tout le territoire autour de Paris. Et il y avait un Parlement à Nantes, pareil, et une fois enregistrée, la loi était appliquée dans toute la Bretagne. Et pareil, à Bordeaux, à Toulouse, à Pau, Aix-en-Provence, etc. Il y avait plusieurs parlements en France. Et ces parlementaires, c'était donc, ils achetaient leurs charges, ils n'étaient pas du tout les représentants des Français. Et ils avaient le droit, s'ils estimaient la loi si la loi ne pouvait pas fonctionner pour plusieurs raisons, ils pouvaient émettre des humbles remontrances. C'est-à-dire, ils disaient, oh oui, mais là, ça ne va pas, parce que si on met en place cette loi-là, ce sera en contradiction avec une autre loi qui existe depuis très longtemps dans le royaume, mais qu'on ne peut pas. Donc, ils émettaient leur humble remontrance. Ils avaient le droit à plusieurs humbles remontrances. Mais à un moment, si le roi voulait absolument faire passer cette loi, le roi arrivait au Parlement et c'était une cérémonie, quand il arrivait au Parlement, une cérémonie qu'on appelait du lit de justice. Pourquoi un lit de justice? Parce que tout le monde se rassemblait dans l'ancienne chambre de Saint-Louis. D'accord? Le roi arrivait, il s'installait en haut, sur une estrade, sur son trône, et comme si c'était à l'époque de Saint-Louis dans sa chambre, et du fait que le roi était là, les parlementaires ne pouvaient plus émettre leur humble remontrance, et donc la loi était d'office enregistrée. Sauf que là, le roi Louis XIV, il est trop jeune, donc il ne peut pas, il pouvait faire des lits de justice, mais les parlementaires pouvaient considérer que ces lois n'étaient pas légitimes, puisque ce n'était pas celle écrite par le roi, mais celle écrite par son Premier ministre et la régente, Anne d'Autriche. Donc, ils pouvaient considérer qu'elle n'était pas valable. Et donc, à un moment, entre le Parlement de Paris et les autres de toute la France et le pouvoir royal, c'est-à-dire Anne d'Autriche et Mazarin, ça va clasher. Il y aura une grosse dispute entre eux, à tel point que Anne d'Autriche est obligée de faire arrêter le premier président du Parlement. Les chefs du Parlement, c'était des présidents. Et donc, vous voyez au document 18 l'arrestation de ce premier président. Et les Parisiens vont se révolter. Les Parisiens considéraient les parlementaires comme leurs défenseurs, puisque les parlementaires bloquaient l'augmentation des impôts. Alors eux, les parlementaires, c'était pas
vraiment par humanisme envers les pauvres gens qui ne pouvaient plus payer d'impôts. Mais eux, ils considéraient que le pouvoir royal depuis Richelieu avait trop pris d'importance. Le roi, depuis Louis XIII, considérait qu'il était seul à pouvoir commander. Les parlementaires estimaient qu'il fallait des contre-pouvoirs, c'est-à-dire des institutions comme eux, le parlementaire, ou les grands féodaux, devaient s'opposer au roi pour que le roi n'ait pas tous les pouvoirs. Évidemment, Anne d'Autriche et Mazarin étaient contre, parce qu'Anne d'Autriche voulait que son fils ait tous les pouvoirs. Et donc, ça va enclencher cette fronde, la fronde des parlementaires. Et donc, tous les Parisiens sont révoltés contre la reine et son Premier ministre. Et le jour des rois 1649, le 6 janvier 1649, le jour de la galette, hein, comme aujourd'hui, hein, c'était une fête qui existait depuis très longtemps, la reine mère fait comme si de rien n'était à la cour, on mange la galette comme d'habitude, et la nuit, en cachette, toute la cour quitte Paris. C'est déjà arrivé plein de fois dans l'histoire hein, que la famille royale soit obligée de quitter Paris en cachette. Donc là, à nouveau, c'est le cas. Donc, la régente et Mazarin, et leurs courtisans, leurs serviteurs, leurs fidèles, hein, ceux qui restent, il y en a quand même encore beaucoup, quittent Paris de nuit pour se rejoindre le château de Saint-Germain-en-Laye, hein, qui est en Île-de-France, à l'ouest de l'Île-de-France. Et je vous rappelle que la cour était nomade, donc il y avait plein de châteaux qui appartenaient au roi de France, mais ils étaient vides la plupart du temps. En fait, les meubles venaient avec le roi, mais là, en étant partis en cachette, ils n'avaient pas eu le temps d'apporter leurs meubles. Donc, Mazarin a quand même pensé à prendre un matelas pour lui, pour la reine, le petit roi et son petit frère, mais tous les autres vont devoir se contenter de paille pour dormir. Et Louis XIV, il a beau n'avoir que 10 ans, il va s'en rappeler toute sa vie et il va vraiment tout faire pour que plus jamais n'arrive une telle situation. C'est vraiment un traumatisme d'enfance. Il se sent humilié. Alors, ses cousins, le prince de Condé, les frères du prince de Condé et la sœur l'ont suivi. Gaston, le duc d'Orléans, son oncle, l'a suivi. La fille de Gaston, qui s'appelle la grande mademoiselle, et ses petites sœurs l'ont suivi. Hein, tout le monde suit, toute la famille royale suivent les fuyards. Et le prince de Condé, hein, qui est le chef militaire de l'époque, prend en main les opérations militaires contre Paris, et c'est donc un siège contre Paris, contre le Parlement de Paris. Alors, les Parisiens et les parlementaires n'ont qu'un objectif, ils réclament le départ de Mazarin. Ils veulent que Mazarin quitte la France, ne soit plus au Conseil du roi. C'est leur position, c'est leur leur réclamation numéro 1, le départ de Mazarin, parce qu'ils considèrent que tout ce qui ne va pas en France, c'est à cause de Mazarin. Alors, ça dure plusieurs mois, etc. Au bout d'un moment, Anne d'Autriche accepte. Mais en fait, évidemment, Mazarin part, mais avec la promesse de revenir dès que possible. C'est Mazarin même qui dit à Anne d'Autriche, il vaut mieux que je parte maintenant, ne vous inquiétez pas, on va régler la situation autrement, il n'y a pas de problème. Donc, Anne d'Autriche peut, avec ses enfants, retourner à Paris. Et on est un peu plus tard. Et là, les princes, les grands, eux aussi commencent à se fâcher contre Anne d'Autriche, contre Louis XIV, qui est trop jeune, hein. Et ils veulent aussi récupérer des droits qu'ils ont perdus à l'époque de Louis XIII et de Richelieu. Donc maintenant, Anne d'Autriche en plus des parlementaires, il va falloir qu'elle gère les grands
grands, c'est Gaston d'Orléans, c'est le prince de Condé. C'est pas n'importe qui, et la grande mademoiselle, la fille de Gaston, qui est adulte. Et en 1651, Anne d'Autriche veut de nouveau quitter Paris. Entre-temps, ils étaient retournés à Paris. Mais là, les Parisiens, ils savent ce qui peut arriver, parce que c'est déjà, vu qu'ils ont déjà quitté Paris quelque temps avant. Et donc, ils sont alertés, ils sont avertis. Et donc, les Parisiens demandent à voir le roi. Le roi, jeune Louis XIV, était déjà habillé, prêt à partir. Il avait déjà sa tenue pour voyager, pour partir. Et donc, la vie d'urgence, Anne d'Autriche le remet dans son lit. Les couvertures cachent ses habits, sa tenue de voyage. Normalement, il devrait juste être en tenue pour dormir. Et les Parisiens défilent pour voir si le roi dort. Alors, Louis XIV fait semblant de dormir. Il a 12-13 ans. Il sait déjà faire semblant. Il fait semblant de dormir et tous les Parisiens s'extasient devant leur jeune roi en se disant que s'il était adulte, s'il était majeur, rien de tout cela ne serait possible puisque tout est la faute de ce Mazarin. Alors, peu de temps après, le 7 décembre 1651, pas décembre, en septembre plutôt 1651, une fois Louis XIV est enfin déclaré majeur. Donc, il est majeur, il n'y a plus de régence. Donc, tous les actes du conseil du roi sont légitimes, puisque c'est censé venir du roi. Et un de ses premiers actes, c'est de rappeler Mazarin. Et évidemment, les parlementaires et les grands ne sont pas du tout contents du retour de Mazarin. Alors, la cour se déplace dans toute la France, parce que plein de villes se rebellent contre le pouvoir royal, c'est la fronde partout. Et donc, maintenant, Louis XIV est jeune, mais il peut porter une armure et mener lui-même son armée contre les rebelles, contre les villes rebelles, contre les frondeurs. Et donc, comme son grand-père Henri IV, il va reconquérir son royaume, mais il a la chance d'être très populaire et d'être très aimé, puisque c'est un jeune roi plein d'avenir, et donc il est très rapidement accueilli. Mazarin a sa tête mise à prix. C'est bien prévenu par les parlementaires et les grands. Si Mazarin revient en France, il sera tué d'office. Et celui qui l'attrapera recevra une belle somme pour avoir attrapé Mazarin. Louis XIV ne peut pas l'accepter. Mazarin, c'est son parrain. Il l'aime comme si c'était son père. Le sien, il ne l'a pas connu, il avait que 4 ans quand il est mort. Et donc, il faut reconquérir les villes, notamment la ville d'Orléans. Et Orléans, ça appartient à Gaston d'Orléans, le duc d'Orléans. Et la grande mademoiselle, la fille du duc d'Orléans, ordonne aux habitants de la ville d'Orléans de bloquer la ville à l'entrée du roi. Donc, elle n'avait pas le droit, mais elle estimait qu'elle travaillait pour son père. Un peu plus tard, il faut récupérer Paris. Et entre-temps, le prince de Condé, qui déteste Mazarin, a été mis en prison. Parce que Anne d'Autriche, et Louis XIII s'en rend compte aussi, il est suffisamment mûr pour s'en rendre compte qu'il est dangereux, le prince de Condé. Et oui, c'est lui le chef de l'armée, il est dangereux. Et en plus, si Louis XIV meurt, si son petit frère meurt, c'est le prince de Condé qui devient roi. Donc il est vraiment dangereux. Donc, on encercle Paris, et Paris est aux mains du prince de Condé qui a réussi à s'échapper de sa prison, et il demande l'aide à sa cousine, la grande mademoiselle, pour que les troupes du roi ne puissent pas entrer dans Paris. Et à l'est de Paris, il y a une forteresse qui s'appelle la Bastille, qui permet de protéger le côté est de Paris. Et ce côté est, on l'appelle la porte Saint-Antoine. La porte pour après arriver à la rue Saint-Antoine de Paris. Et cette porte est protégée par la Bastille. Et donc,
la grande mademoiselle demande aux canonniers de la Bastille, donc à ceux qui contrôlent les canons, de tirer sur les troupes du roi qui voulaient rentrer dans Paris pour se battre contre le prince de Condé. Mais bon, à un moment, les gens n'en peuvent plus. Le prince de Condé est trop sévère avec les Parisiens. Cette pauvre grande mademoiselle, avec ça, elle ne pourra jamais se marier parce qu'il n'y aura aucun prince d'Europe qui voudra épouser une princesse, parce qu'en plus elle était très très, même si elle était très très riche, personne ne voudrait l'épouser parce qu'elle a montré qu'elle pouvait se battre contre son cousin le roi. Donc c'était quand même très grave pour elle. Et donc le prince de Condé va devoir quitter la France et il va se réfugier auprès des Espagnols. Et même s'il avait été le grand héros de l'armée française, il va devenir à partir de là un traître parce qu'il va travailler pour les Espagnols. La guerre contre l'Espagne continue malgré la Fronde. Donc vous imaginez l'état de la France. Et le 21 octobre 1652, Louis XIV rentre enfin à Paris. Il va au Parlement et là il fait un discours où il explique bien, c'est lui le roi. Et son pouvoir, il ne l'a que de Dieu. C'est tout. Tous les autres lui doivent soumission. Et que plus jamais les parlementaires n'auront le droit de relever la tête. C'est fini, il n'y aura plus de humble remontrance, rien. Il n'y aura plus de justice, plus besoin. Le roi envoie une loi, les parlementaires l'acceptent, c'est tout. Et ce sera comme ça, tout son règne. Et on va résumer son discours à la phrase, mais qu'il n'a jamais prononcée, l'État c'est moi. C'est-à-dire, c'est moi l'État. C'est moi la France. Les autres, ce sont mes sujets. Voilà donc pour la minorité de Louis XIV, donc ce qu'on appelle la Régence et la Fronde, l'époque où Louis XIV était mineur, était enfant. Mais maintenant il est adulte et il a prouvé qu'il pouvait être le plus, imposer sa volonté à tout le monde. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est qu'il a pardonné à tout le monde, à sa cousine, le prince de Condé non, puisqu'il est parti en Espagne. Il a quasiment pardonné à tout le monde, notamment sa cousine. Mais il a bien sûr rappelé Mazarin, qui continue sa politique, et aussi à s'enrichir. Et après, Louis XIV repart s'amuser, il est jeune, il est adolescent, il s'amuse. Il ne s'occupe pas de politique, c'est Mazarin. Et la suite